Je vais commencer par me présenter. Ça fonctionne. Je suis Bérangère Mocry. Comme le dit le PowerPoint derrière moi, je suis coach en management et en organisation, ce qui signifie que j'accompagne des dirigeants, des associés, des comités de direction et des organisations dans leur ensemble. Et donc, que je ne suis pas conférencière professionnelle. Mais que notre proposition avec Olivier, c'est de se saisir de ce sujet-là, de ce tsunami, en essayant de ne pas être dans que les risques, et pour vous donner un point de vue, et on pourra en discuter, et on pourra en échanger, et en débattre. Je n'ai pas le souhait d'être dogmatique sur ce sujet-là, j'ai juste des points de vue, et j'avais envie, avec ces pistes de réflexion, d'entamer une discussion avec vous. Voilà, c'est notre ambition ce soir, de questionner comment est-ce qu'on fait avec cette nouvelle donne, et comment est-ce qu'on fait au mieux avec ces nouveaux outils. Je vais essayer de faire des ponts, si certains d'entre vous ont assisté à la conférence du mois dernier sur les nouveaux outils collaboratifs liés à l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on fait au mieux avec ces nouveaux outils et les humains que nous sommes. Ce qu'on observe avec l'avènement du numérique et du digital depuis un certain nombre d'années, c'est une accélération des processus, une accélération des transformations, une accélération et une multiplication. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'organisations qui voient se multiplier les transformations, les changements, avec tous ces phénomènes de conduite du changement, etc. Donc en gros, ça va de plus en plus vite et ça va aller de plus en plus vite. Donc mon propos, il n'est vraiment pas de dire c'était mieux avant, comment est-ce qu'on fait sans, etc. C'est de dire comment est-ce qu'on fait avec. Ça va aller de plus en plus vite et ce qu'on observe déjà, c'est que ça crée de plus en plus de pression et de plus en plus de souffrance au travail. C'est déclaratif, mais on a une étude de Malakoff Humanis qui nous dit que 57% des collaborateurs se déclarent en souffrance au travail ou en difficulté, dont 17% en grande souffrance, en grande difficulté. Notre propos, c'est aujourd'hui d'aller dire, allons regarder dans les organisations comment ça se passe aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut accompagner ça. Ma position, et vous allez la retrouver aux différents endroits de mon propos, c'est comment est-ce qu'on fait équipe ensemble, comment est-ce qu'on se sert de cette nouvelle donne qu'est l'intelligence artificielle, la multiplication des outils collaboratifs pour repenser comment est-ce qu'on fait entreprise ensemble. Parce qu'il me semble que le collectif doit être ressource et que ce n'est pas forcément toujours ce qui se passe aujourd'hui. Face à ces nouvelles organisations du travail, on a la nécessité de repenser nos modes de fonctionnement, de les repenser et de les partager. Donc, l'idée aussi de notre propos ce soir, c'est comment est-ce qu'on commence ici en fait ? Comment est-ce qu'on commence à discuter aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on crée des espaces pour échanger ensemble sur comment est-ce qu'on fait avec ces nouveaux outils et avec l'avènement de l'intelligence artificielle ? Moi, ma crainte au regard de ce qu'on observe déjà, c'est le phénomène de la grenouille, que vous connaissez peut-être. La grenouille, si vous la jetez dans une eau bouillante, elle va faire un bond et elle va ressortir. Donc elle va sauver sa vie. Si vous la mettez dans l'eau froide et que tout doucement vous faites bouillir la marmite, en fait elle va finir par se noyer d'épuisement et parce qu'elle n'aura pas vu la chose venir. Parce que l'eau, elle se réchauffe tout doucement. Et à mon sens, le risque aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'en fait, ça vient tout doucement. On le voit déjà avec nos téléphones portables, on le voit avec les réseaux sociaux. Comment est-ce que c'est devenu notre quotidien ? Et à partir de ce moment-là, on ne le remet pas forcément beaucoup en question. Même si je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, commencent à émerger des
quel usage on fait de nos téléphones portables au quotidien, quel usage on fait des outils numériques et des réseaux sociaux. Donc saisissons-nous de cette question de l'intelligence artificielle, de l'avènement et de la multiplication, du développement de ces outils collaboratifs pour réfléchir à comment est-ce qu'on fait entreprise ensemble, comment est-ce qu'on fait équipe. Donc le premier enjeu majeur pour les organisations, c'est d'aller regarder ce qui se passe d'un point de vue relationnel. Ce que nous disaient nos collègues le mois dernier à propos des outils collaboratifs, c'est que très prochainement, 80% de nos interactions conversationnelles se feront via l'intelligence artificielle. Ça va être notre réalité. L'autre réalité qu'on a, c'est de plus en plus de travail en distanciel, de plus en plus on a des gens qui sont 100% remote, c'est-à-dire 100% à travailler de chez eux. Comment est-ce qu'on continue à faire entreprise dans ces conditions-là? Donc, je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on collabore? Parce que aujourd'hui, on va avoir besoin de se mettre autour de la table pour discuter des règles de fonctionnement qu'on utilise, sur lesquelles on se met d'accord, nos règles de fonctionnement au sein de l'entreprise, nos règles de fonctionnement en termes de process et en termes de vivre ensemble. Ce que je pense qu'on a très peu fait avec simplement les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition ou avec nos téléphones portables. Et aujourd'hui, on a des vrais phénomènes autour du vivre ensemble. En fonction de la génération à laquelle on appartient, ça nous choque plus ou moins. On est plus ou moins OK avec ça. Maintenant, on reviendra sur lui, mais Simon Sinek, on dit Sinek ou Sinek? Sinek, que vous connaissez peut-être sur la théorie du why. Simon Sinek qui nous dit qu'on a un problème avec notre téléphone portable si on réunit au moins une de ces trois conditions. La première, c'est je me lève le matin et avant d'entrer en relation avec les gens avec lesquels je vis, je consulte mon téléphone. Le deuxième critère, c'est si je promène mon téléphone dans toutes les pièces dans lesquelles moi je déambule. Et la troisième, c'est si je pose mon téléphone, typiquement sur mon bureau ou à la table du restaurant où je vais déjeuner avec quelqu'un. Et il nous dit, même si ce téléphone est retourné, comme une sorte de règle de bienséance, mais il nous dit à cet endroit-là, j'ai un problème d'addiction avec mon téléphone. Et je pense qu'on a, comme le phénomène de la grenouille, ça s'est installé tout doucement, les téléphones, les réseaux, etc. Et on n'a pas trop parlé de comment est-ce qu'on fait avec ce qui est devenu pour nous un incontournable. Là, je peux vous poser la question, qui ne l'a pas dans sa poche? Okay. Qui ne va pas consulter pendant les 3 quarts d'heure qu'on va passer ensemble? Je ne suis pas sûre. Okay. Et à partir de ce moment-là, en fait, juste ça crée de l'interférence. Ça crée de l'interférence entre nous. Donc comment est-ce qu'on se met d'accord sur ces nouveaux outils collaboratifs? Quel usage on en fait? Et de mémoire, le propos j'ai pas leur nom, du mois dernier. Be Cloud. Thanks. C'était de dire il va falloir se mettre d'accord. Il va falloir déterminer ensemble quels usages on fait, de quoi on a besoin, dans quelle mesure, qu'est-ce qui est important pour nous et comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on collabore ensemble avec ces outils-là. Donc, d'où l'importance, en fait, je pense que c'est une super opportunité, du coup, de créer de la relation en travaillant autour de ces sujets-là. En fait, comment est-ce qu'on se met autour de la table? Aujourd'hui, je pense que le sujet de la relation en entreprise, c'est déjà un sujet. C'est-à-dire que, globalement, on communique peu ou on communique souvent mal. Et je mets de côté tout le temps qu'on peut passer en réunion.
qui n'est pas forcément du temps où on travaille de manière qualitative ensemble. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on se met autour de la table pour réfléchir, pour penser notre collaboration avec ces outils-là et comment est-ce qu'on va travailler avec ces outils-là. La deuxième nécessité en termes de relations, ça va être de... excusez-moi, je suis sur mon propos et je suis moins sur le déroulé. Pardon. Ça va être de dire comment est-ce qu'on forme et comment est-ce qu'on accompagne les collaborateurs. Ce qu'on a vu avec les transitions, les transformations numériques et digitales, c'était qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent se retrouver à un moment un peu perdus, un peu incertains face à l'avenir. Et ça va être un sujet d'autant plus important que ce qu'on est en train de nous dire, c'est potentiellement que ton job, il n'existera plus demain. Donc, il y a déjà, au sein de certaines organisations, des gens qui s'interrogent sur mon avenir dans l'entreprise, ma capacité à rebondir, ma capacité à faire un autre job au sein de cette boîte ou au sein d'une autre. Mais ça interroge ça. Donc, comment est-ce qu'on prend ce temps de discuter ensemble et de former et d'accompagner les collaborateurs sur ce que sera le monde du travail, l'organisation du travail et notre organisation au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fonctionne ensemble avec ce nouveau paradigme, en sachant qu'on a déjà un peu un sujet avec le distanciel et avec les outils qui existent déjà, de connaissance les uns des autres. Alors là, je suis plus dans mon domaine, hein, mais ça, je le vois bien. Comment est-ce que pour travailler sur la cohésion d'équipe, on commence par mieux se connaître les uns les autres et faire des activités autour de on se connaît mieux, et parce qu'on se connaît mieux, on se comprend mieux, et parce qu'on se comprend mieux, on travaille mieux ensemble. Parce que globalement, la collaboration, la nécessité de collaborer, de travailler ensemble, elle nécessite de se connaître un minimum. Parce que sinon, ça prête le flanc à un certain nombre d'interprétations, de tensions, de malentendus. Et plus on se connaît, et mieux ça se passe. Ou plus on a la capacité de prendre son téléphone, de le décrocher et de dire « Attends, moi j'ai une règle qui est de dire, en gros, si on n'arrive pas à s'entendre après 3 mails, j'arrête avec les mails, je prends mon téléphone, je décroche et on discute. » Globalement, ce qu'on observe en entreprise, c'est que c'est de plus en plus rare. Les gens ils vont continuer à s'envoyer des chats, des Teams, etc., à se servir de ces outils-là plutôt que de communiquer. Et le cercle, il est vicieux, hein. C'est-à-dire que moins je te connais, plus potentiellement j'ai d'appréhension à rentrer en relation avec toi, et plus en cas de difficulté, moins je vais avoir le réflexe d'aller te chercher et te dire alors attends, là on s'est peut-être pas très bien compris, moi ce que je voulais dire c'était ça, toi tu voulais dire quoi? Ça va devenir de plus en plus compliqué, surtout si, dans certaines organisations, on se voit rarement, voire on ne s'est jamais vu. Il y a des gens qui se sont vus uniquement en Teams quand le Teams ou le Zoom était équipé de la vidéo. Parce que j'ai quand même aussi pas mal d'organisations où on fait des Teams, mais en fait on serait au téléphone, ce serait un peu pareil. Et cette connaissance les uns des autres fait qu'à un moment on va mieux travailler ensemble. Donc comment est-ce qu'on saisit cette occasion de l'intelligence artificielle et des nouveaux outils pour se reparler de ça? Parce que ça nécessite un certain nombre d'accompagnements pour pouvoir faire en sorte que les gens trouvent leur place, trouvent du sens dans ce qu'ils font, puissent se sentir à leur place et aussi puissent se sentir suffisamment compétents à l'endroit où ils sont. Alors, je ne veux pas du coup montrer dresser un portrait trop sombre. On a aussi, à l'occasion de l'intelligence artificielle, l'opportunité. Et alors moi, j'ai commencé à travailler avec une boîte qui s'appelle ZTO pour 0 to 1. Et ZTO en fait a une proposition, je ne suis pas du tout là pour vous vendre le truc, mais c'est l'exemple que je connais le mieux de comment l'intelligence artificielle peut se mettre au service de la relation, de l'humain et du management. ZTO, ils font quoi? Ils vous proposent d'enregistrer un entretien commercial ou managérial
via un outil, et cet outil va décrypter tout ce que nous, en tant que coach, on mettrait plusieurs séances à décrypter, c'est-à-dire votre capacité à poser des questions ouvertes, à laisser des silences, à reformuler, en fait, tout ce qui va avoir attrait à votre communication et à votre capacité à créer dans la relation un échange qui soit productif et aussi d'un point de vue de feedback avec un certain nombre d'éléments. Donc, voilà, sans dresser un portrait trop noir, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la relation à l'ère de l'intelligence artificielle, mais qu'il y a aussi tout plein de supports qui vont se créer et qui seront au soutien des relations et des liens au sein de l'entreprise. Ce qu'on va vous proposer maintenant, peut-être, Olivier, c'est justement de... je peux dérouler plus encore ? Ok. C'est d'évaluer, vous, au jour d'aujourd'hui, avant même de parler de développement de l'intelligence artificielle vous en êtes où de la qualité des relations et de la coopération au sein de votre organisation. Et pour ça, Olivier, je te laisserai nous expliquer comment ça marche, parce que la partie humaine, c'est moi, la partie technique, c'est vous. Exactement. Merci. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire un rapide sondage avec vous. J'essaye de le lancer en même temps. Je pense que je vais y arriver. Si, c'est bon, vous êtes... Via les téléphones, vous vous doutez bien que c'est pas mon idée. Mais c'est aussi, alors, ce qui nous a semblé intéressant dans cette idée de ponctuer le propos de ce soir de sondage, c'était de dire comment est-ce que concrètement, on peut en même temps être physiquement présent aujourd'hui et discuter ensemble, etc., et faire le meilleur usage de nos outils numériques déjà à notre disposition. Du coup, vous pouvez soit flasher le QR code qui est ici ou le lien qui est devant vous sur les pancartes. Et du coup, vous avez sous forme de Nutri-Score la possibilité de noter la qualité des relations et de la coopération. Je ne sais pas s'il y a d'autres votants encore à attendre, mais si on doit faire une première analyse, du coup, est-ce que c'est le résultat que tu attendais et que tu observes chez les clients que tu accompagnes ? Je dirais que je ne leur ai jamais posé la question de cette manière-là. Maintenant, ce que j'observe, c'est aussi que c'est très dépendant de là où je me trouve dans l'organisation. Et dans la même organisation, je peux avoir certains managers, certains dirigeants qui seraient plutôt à donner des qualités de relation autour de A ou B et qui ont finalement peu d'impact négatif dans leur manière de gérer leur boîte. Et que à d'autres endroits de l'organisation aussi, peut-être, il y a un peu une question générationnelle parce que en fonction de mes attentes et de la manière dont, en tant qu'acteur, en tant que collaborateur, et de la manière dont l'entreprise y répond, je peux avoir un sentiment, une perception de la qualité des relations et de la coopération qui me va plus ou moins bien. Peut-être que si, je me fais de manière très caricaturale, mais j'ai 25 ans dans une entreprise et que j'ai 3 jours de télétravail, finalement, le fait d'avoir peu de relations avec mes collègues et de les avoir de manière très ponctuelle et très informelle, ou peu informelle, peut-être que ça m'est un peu égal. Peut-être que si j'ai 55 ans dans l'entreprise et que ça fait 30 ans que j'y travaille, le fait qu'on se voit moins, que les jeunes aient peut-être moins besoin, et vous pouvez trouver ça très caricatural, hein, j'ai pas de souci avec ça, peut-être que ça m'impacte davantage. Donc, en fonction de là où je me trouve et en fonction de mes attentes vis-à-vis de l'entreprise, peut-être que j'ai pas la même... et qui va parler aussi de la question qu'on va aborder juste après, qui est celle de l'engagement. Exactement. Transition toute trouvée. Vas-y. Merci. Le deuxième enjeu majeur, le deuxième... endroit que j'aimerais explorer avec vous, c'est celle au sein des organisations de l'énergie. Quand je parle de l'énergie, je parle de quoi ? Je parle de l'envie, de la motivation, de l'engagement.
Et ça, c'est une question importante. Aujourd'hui, voilà, quand on parle des attentes des collaborateurs, il y a aussi cette notion-là. Est-ce que ça fait 10 ans que je travaille dans la même organisation et que ça me va bien et que j'ai trouvé mes marques et que je n'ai pas forcément l'ambition d'aller ailleurs ? Et sur le territoire, moi, je travaille aussi avec des gens qui, quand je vous dis 10 ans, travaillent depuis 25 ou 30 ans dans la même organisation. Et puis des gens qui ont 25, 27, 30 ans. Et quand je travaille ici ou quand je travaille à Paris, qui viennent me dire, mais un CDI ? Non, un CDD, c'est bien. CDI, on verra plus tard. Donc en fait, qui n'ont pas du tout forcément la même notion de l'engagement au sein de l'entreprise, du sentiment d'appartenance. Tout ça, ça crée des flux d'énergie dans l'entreprise qui ne sont pas les mêmes. Ce que je vous propose de regarder, c'est 2 choses. C'est où est-ce que peuvent se situer les gains d'énergie à l'ère ou à l'heure de l'intelligence artificielle. Ce que nous promet l'intelligence artificielle et les nouveaux outils collaboratifs, c'est un gain de temps et un gain de productivité. Pas de sujet, je ne conteste pas. La première chose, je me dis juste qu'avant d'en gagner du temps, c'est important de prendre conscience que peut-être il faudra un peu en prendre, voire en perdre, pour acculturer tout le monde, pour former et accompagner tout le monde, pour que tout le monde monte dans le même bateau. Ça, je pense que c'est accepter peut-être de prendre ou de perdre du temps avant de pouvoir en gagner. Et du coup, peut-être aussi perdre à ces moments-là un peu de productivité. Mais peut-être c'est pour pouvoir faire mieux après. Donc ça, j'ai pas de sujet. Maintenant, la question que je me pose, c'est gagner du temps, gagner de la productivité. And in fact, on en fait quoi ? À mon sens, c'est intéressant d'aller en faire, d'aller mettre de l'énergie, d'aller mettre de l'attention sur les gens, sur les relations, sur ce qu'on s'est dit juste avant en fait, sur comment est-ce qu'on accompagne les gens, sur comment est-ce qu'on travaille davantage les liens, la coopération, la cohésion au sein des équipes. Ça me semble intéressant d'aller profiter de ces gains de temps et de productivité pour le réinjecter et apporter de l'attention et de l'accompagnement auprès des collaborateurs, auprès des acteurs de l'entreprise. Et puis, je pense qu'on peut aussi se poser la question, le gain de temps, d'un point de vue aussi éthique, on en fait quoi ? Et la productivité, on en fait quoi ? Mais ça rejoint peut-être notre troisième partie. Maintenant, où est-ce qu'il y a des risques de perte ? On se dit que potentiellement on en a gagné, on a des choses à gagner. Où est-ce qu'on peut perdre de l'énergie avec l'avènement de ces nouveaux outils collaboratifs ? Je pense que le premier risque, c'est les risques qu'on a évoqués de peur, d'incertitude. Et ça, c'est des vrais risques en termes de perte d'énergie. Vous savez, les organisations sont souvent pas conscientes de toute la démobilisation qu'il peut y avoir autour des changements. Moi, je travaille avec des boîtes qui me disent on va déménager, mais tu sais, on ne leur en parle pas. Ah, super, tu ne leur en parles pas. Donc, on est à Paris, on va déménager. Ils savent, mais on ne leur en parle pas parce qu'on ne veut pas les effrayer. Mais en fait, en vrai, si. Les gens, ils savent qu'on va déménager, ils passent un temps fou à s'interroger où est-ce qu'on va se retrouver, qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour moi en termes de transport, en termes de temps de transport. Les gens, ils passent un temps fou à parler de ça et puis ils passent un temps fou à parler de ça les uns avec les autres. Donc, en fait, on a beaucoup à gagner à être transparent avec les collaborateurs. À pas s'imaginer qu'ils vivent tranquillement en se disant le jour où on saura, ce sera bien. Non. Donc il y a beaucoup de peur et d'incertitude. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quel job je vais faire demain ? Dans quelle mesure je ne vais pas perdre mon job ? C'est une vraie perte d'énergie potentielle, c'est-à-dire les gens mobilisent un certain temps dans leur journée, un certain temps d'échange avec leurs collègues autour de qu'est-ce qui va se passer demain. Donc ça, c'est un risque de perte d'énergie et c'est une mobilisation importante que d'aller regarder ça. On a un vrai risque du coup de démobilisation, de démotivation, en sachant que
En Europe, on est déjà, c'est une étude Gallup qui nous en parle, dans les salariés les moins engagés dans le monde. Et à titre d'exemple, je ne sais pas si c'est 2021 ou 2022, le nombre de jours d'arrêt de travail en moyenne en France, c'est 22. 22 jours d'arrêt de travail par an sur, je crois, 210, 230 jours travaillés. C'est énorme en termes d'engagement, de perte d'énergie et de perte de motivation, de démobilisation. Donc je pense qu'il y a un vrai risque qui va s'accentuer avec ça. Plus je suis perdu, moins je sais où on va, et plus je risque de me démobiliser. Et puis, on a aussi que le fait que toute cette énergie qui est mobilisée autour de toutes ces interrogations, c'est de l'énergie qui n'est pas mise à l'endroit de l'activité, à l'endroit du business, à l'endroit de la relation client. Quand on passe tout ce temps-là à se poser des questions ou à gérer un certain nombre de tensions, de conflits, de malentendus, c'est toute cette énergie-là qu'on ne met pas dans le business, qu'on ne met pas à l'extérieur de l'organisation. Donc je pense qu'il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque aussi en termes, c'est un peu ce qu'on se disait sur les relations, en termes de malentendus, de conflits. Aujourd'hui, imaginez qu'une relation, quelle qu'elle soit, personnelle ou professionnelle, se ferait sans l'ombre d'un nuage, d'une tension ou d'un conflit, ce serait utopique. Je pense que la manière la plus mûre, la manière la plus mature d'envisager une relation, c'est de se dire qu'il y a des tas de fois où ça va aller bien et qu'on traversera des hauts et des bas et que l'important, c'est de savoir se parler, de pouvoir se dire quand ça ne va pas et de pouvoir trouver des compromis et des terrains d'entente. Sauf que moins on travaille ensemble parce qu'on a des outils qui font les choses à notre place et moins on va apprendre parce qu'en fait, ça nécessite des boucles d'apprentissage. On n'est pas d'accord là-dessus et du coup, on va se mettre d'accord, on va apprendre à trouver ensemble des compromis. Plus on se connaît, plus on a de temps informel. Il m'arrive de faire travailler les gens en leur demandant de s'exprimer sur qu'est-ce que vous aimez faire en dehors du travail. Des gens qui travaillent avec eux depuis 3 ans, ils ouvrent des yeux grands comme ça, disent « Ah bon ? Toi, tu fais ça ?» On n'est pas obligé de partager sa vie privée avec ses collègues. C'est juste qu'à partir du moment où on a un tout petit peu plus de zones où on se connaît un peu mieux, ça facilite aussi les moments où ça va un peu moins bien. Donc il y a potentiellement un vrai risque et donc du coup une grosse énergie, une grosse partie d'énergie à aller mobiliser autour de la gestion des tensions, autour de la gestion des malentendus. Et puis, juste sur la question, alors je pense qu'on a un enjeu globalement avec les outils numériques et du coup qui risque de s'accélérer. On a un enjeu de concentration. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas la même capacité à être concentré, à être efficient. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que l'intrusion des outils numériques, des pop-up, je pense que depuis le Covid, notamment avec la multiplication de ces outils, notamment de Teams, etc., on a vu les chats se multiplier. Il y a cette question un peu de l'instantanéité qui bouscule aussi notre rapport au temps, notre rapport à la productivité. Et aujourd'hui, on a un vrai enjeu de concentration. Le fait que votre téléphone il bip en permanence et vous décentre de ce que vous êtes en train de faire, c'est aussi un enjeu en termes de santé en entreprise et d'énergie. Quand vous êtes au niveau d'attention et de concentration maximale sur un sujet et qu'on vous en extrait, ou que vous vous en extrayez parce que votre téléphone sonne, parce que vous avez un mail qui arrive, il vous faudra 7 à 8 minutes pour revenir au même niveau de concentration maximale. Donc vous vous imaginez que sur une tâche qui durait peut-être 2 heures dans votre programme, si vous avez été interrompu ne serait-ce que 3 fois, vous allez rajouter une vingtaine de minutes sur 2 heures. Donc en termes d'énergie, à la fin de la journée, vous allez aussi en avoir consommé beaucoup plus. Donc je pense qu'il y a un vrai
il y a aussi un risque un peu d'épuisement parce qu'il va y avoir toute l'énergie à dépenser pour s'adapter, pour s'approprier les nouveaux outils. Et puis, il y a le fait que je pense que c'est l'occasion, ces nouveaux outils, les gains de temps qui sont promis avec ces nouveaux outils, de s'interroger sur, et c'est une réflexion plus large que celle qu'on mène ce soir, mais de s'interroger sur le temps de travail, le temps qu'on passe au travail et à quoi on emploie ce temps. On a en France une question culturelle. Moi, j'ai travaillé dans des organisations à Paris, partir avant 19h, même si vous étiez arrivé à 7h30 du matin, c'était inenvisageable. Alors ici, c'est un peu mieux. Mais il y a un truc culturel en France. Il y a un truc autour de passer beaucoup de temps au travail, c'est bien. Vous allez dans les pays du nord de l'Europe, où tout le monde part à 16h ou 16h30. Si vous êtes encore là à 17h, on vient vous voir et on vous dit « Oh, tu as certainement besoin d'un coup de main ou tu as un problème d'organisation. » Alors que chez nous, c'est très, très culturel. Donc en fait, on l'a vu pour ceux d'entre nous, ce soir, qui sommes les plus âgés. On a vu que, moi quand j'ai commencé à bosser, ça va faire vraiment petite vieille, mais on nous proposait de nous envoyer les dossiers par fax. Bon, moi j'avais une combine, c'est que je leur disais oh, mon fax il marche pas très bien, si vous pouviez l'envoyer par courrier, je gagnais 2-3 jours. Aujourd'hui, je ne me verrais plus faire ça parce qu'en fait, en 2 minutes, il suffit de cliquer. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ce temps que les outils nous ont fait gagner ? Nos mails, la fibre, tous ces outils sur lesquels je ne suis vraiment pas très bonne, mais ils nous ont fait gagner beaucoup de temps. On en a fait quoi ? Est-ce qu'on travaille vraiment moins ? Alors oui, globalement, on travaille un peu moins. On a dû passer des 39 heures aux 35 ou aux 37. Ok, ça c'est un peu sur le papier. Je pense que si on interroge nombre d'entre vous, je discutais avec des gens que je ne nommerai pas, mais qui, même quand ils partent de leur travail à 18 ou 19 heures, retravaillent après 21 heures. Donc en fait, en gros, tous ces outils-là, ils sont censés nous avoir fait gagner du temps. Et on a fait quoi de ce temps-là ? Donc, je pense que personne n'est responsable individuellement, qu'on soit dirigeant ou collaborateur, mais par contre que c'est l'occasion de se poser une vraie question sur le temps de travail au sein de notre organisation et on en fait quoi ? Voilà, point d'interrogation. On vous propose un deuxième sondage. Hop, ça c'était sur la cour. Exactement. Deuxième sondage, cette fois-ci sur le niveau d'énergie et d'engagement personnel que vous avez. Quel est votre taux de remplissage de batterie en ce moment ? On a des gens, c'est les premiers à répondre, forcément. C'est intéressant. La question, j'ai pas entendu. La question c'est, je suis engagé à 100%, mais fatigué, plus d'énergie. Et quelle est la différence entre les deux ? Quel est l'impact de l'un sur l'autre ? Alors, peut-être que je peux être très engagée et qu'à force d'être très engagée, je me retrouve fatiguée. Ça peut être une conséquence d'un engagement professionnel fort. Maintenant, quand on parle d'engagement, on parle aussi de motivation. Donc, intellectuellement, a priori, c'est que je trouve du sens. Ouais, je suis très motivée par ce que je fais et ça me plaît beaucoup, etc. In fine, peut-être que j'ai besoin d'aller recharger les batteries à un autre endroit, puisque si je décharge beaucoup dans mon secteur, mon environnement professionnel, j'ai peut-être besoin d'aller recharger un peu ailleurs. Après, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si vous êtes dirigeant, et je lisais ce matin, parce que je ne suis pas trop outil, mais j'ai quand même 2-3 réseaux sociaux, notamment LinkedIn, le témoignage d'un dirigeant qui disait qu'il revenait sur les réseaux sociaux après 3 mois d'absence, parce que 3 mois où il a dû tout couper, arrêter d'aller travailler en tant que dirigeant, ou co-dirigeant, parce que complètement épuisé. Donc il interrogeait aussi cet équilibre dans l'engagement et le fait de continuer à prendre soin de soi pour mesurer. Voilà. Mais ça, c'est un vrai sujet sur l'épuisement du dirigeant.
Ouais, c'est ça, c'est plutôt l'énergie profonde plutôt que j'ai fait une grosse soirée hier et je suis fatigué le lendemain matin. Oui, non, on est pas plus. le même, Oui. Oui. La seule chose, c'est qu'à un moment, en fait, comme on a une relation entre le physique et le mental, à un moment, tant que le mental me porte, même si physiquement je suis fatiguée, ça va continuer. Et puis à un moment, j'ai quand même un risque que le physique soit tellement épuisé que le mental soit gagné. C'est le phénomène d'épuisement professionnel qu'on appelle le burn-out, sur lesquels juste on doit du coup avoir des points de vigilance. Globalement, quand même, un niveau d'énergie élevé ce soir dans la salle. Et maintenant, nouvelle question, même type de réponse, pas forcément la même réponse, mais en tout cas pour votre organisation professionnelle, au sein de votre organisation, comment vous estimez le niveau d'énergie ? Donc là, c'est davantage quand vous allez regarder ce qui se passe au niveau de votre département, de votre service, ou si vous êtes dirigeant, comment est-ce que vous estimez que le niveau de motivation et d'engagement de vos collaborateurs ? Et c'est pas toujours évident, hein. Je discutais avec une collaboratrice ce matin qui me disait qu'elle, à titre personnel, elle arrivait à maintenir un niveau d'engagement assez fort dans une organisation qui était complètement épuisée. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'on observe un petit peu dans les votes. Hein. La courbe semble se porter un peu plus vers une énergie plus faible. On en parlait entre nous en préparant, c'est souvent le cas dans les sondages. Quand on demande aux Français, est-ce que vous êtes optimiste pour votre situation personnelle ? Bon, oui, moi, ma situation personnelle, je pense qu'elle est plutôt favorable, je pense que ça va bien se passer. Et globalement, pour la France, non, bah alors là, c'est la catastrophe, ça va mal. Donc, c'est un peu ce phénomène qu'on observe sur ce micro-sondage qui n'est pas représentatif, plus que nous ne le sommes. Mais voilà, c'était un petit peu ça l'idée de cette question, de savoir un petit peu votre niveau d'énergie personnelle et au sein de votre organisation. Merci Olivier. Oui, ce qui est super intéressant, c'est que moi, ce qui me vient là, c'est de dire, en fait, si individuellement, j'ai plutôt la perception d'avoir un niveau et d'énergie et d'engagement assez fort, et que ma perception, c'est qu'au niveau du collectif, c'est peut-être en dessous de ça, tout ce qu'on a à gagner, à le partager, en fait, à se mettre autour de la table et à se dire, bah voilà, quelle est ma perception, ma représentation de notre organisation, de là où est-ce qu'on va, de comment est-ce qu'on peut réussir, etc. Et peut-être que si on est 20 autour de la table, 20 à se dire que moi j'ai une perception plutôt positive et j'ai très envie d'y aller, etc., c'est aussi de prendre conscience qu'en fait, je m'imaginais peut-être au regard de certains bruits de couloir ou d'épiphénomènes qu'on était plutôt d'Inde. Et en fait, si autour de la table, on est 20 à se donner 8 sur 10, alors peut-être que ça redonne de l'énergie au collectif pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est intéressant. Le troisième endroit que je voudrais vous proposer d'explorer ce soir, c'est le sens. Le sens, c'est quoi ? Le sens, c'est la direction, c'est là où est-ce qu'on va, c'est la vision stratégique, mais c'est aussi nos missions, c'est aussi nos valeurs, c'est aussi notre raison d'être. Ce qu'on sait, c'est que pour susciter de l'engagement et de l'énergie, on a besoin d'aller travailler sur le sens, sur la raison d'être, sur les missions, sur les valeurs. Si je vous fais monter dans mon bateau, pour pouvoir vous faire monter et pour pouvoir faire en sorte que tout le monde rame dans le même sens, il faut que je vous ai donné la direction. Il faut que je vous dise qu'on part de Marseille et on va à Tunis. Parce que c'est ça qui va susciter de l'engagement, c'est ça qui va susciter de la motivation. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, on va avoir un premier questionnement autour de comment est-ce qu'on garde du sens ou comment est-ce qu'on redonne du sens, de la direction, alors que l'organisation du travail change,
parce qu'on a de nouveaux outils et qu'on doit fonctionner les uns avec les autres de manière différente. Donc comment est-ce qu'on repense le pourquoi on fait les choses et pourquoi, dans quelle direction on va. Donc ça, je pense que c'est un point important, c'est comment est-ce qu'on revisite nos valeurs à l'ère et à l'heure de l'intelligence artificielle et des nouveaux outils. C'est la première question qu'on doit se poser. Et ensuite, comment est-ce qu'on redonne du sens à chaque étage de l'organisation ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon métier à moi, il est impacté par ces nouveaux modes de collaboration ou par plus d'intelligence artificielle, on va se dire que dans mon organisation, on a plutôt bien fait le job et que j'ai été formée, j'ai été accompagnée, etc. Maintenant, pour pouvoir m'engager, il va falloir que je trouve du sens à mon niveau à moi, en fait. Il y a le niveau du dirigeant, mais le niveau du dirigeant ou le niveau ensuite des lignes managériales, ce n'est pas le même niveau de sens que quand je suis, moi, commercial, peut-être au plus proche du terrain, ou moi, à l'accueil de l'entreprise, ou moi, vraiment en interface avec les clients. C'est quoi le nouveau sens de mon job là où il a été modifié par l'intelligence artificielle. Donc je pense que ça, c'est la première question qui convient de se poser. Quel sens a mon métier au quotidien lorsqu'il a évolué à cet endroit-là ? Et puis, il y avait une deuxième question, ce qui fait sens pour moi, la question du sens au travail. Ça, je pense que aujourd'hui, c'est une question d'autant plus fondamentale que les nouvelles générations sont très avides de ça. C'est-à-dire qu'elles viennent questionner sur le sens, elles viennent questionner sur les valeurs, elles viennent questionner à l'ère de la RSE sur l'éthique, sur ce qu'on fait d'un point de vue social. Donc, en dehors même de ces bouleversements liés à l'intelligence artificielle, la question que doit se poser, sur laquelle n'importe quelle entreprise a besoin de travailler, c'est la direction, c'est la raison d'être. Ça, c'est, à mon sens, juste fondamental pour pouvoir embarquer les nouvelles générations qui ont des attentes assez différentes des anciennes générations. Donc ça, c'est une nécessité. Et puis, il y a la nécessité de repenser peut-être le sens que tout ça a à l'heure de l'intelligence artificielle et aussi ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, à l'heure du gain de temps et de productivité. D'un point de vue éthique, tout ça, on en fait quoi en fait ? Parce que je pense que les nouvelles générations viennent nous chercher là-dessus. Donc en gros, vous allez gagner du temps, mais on va travailler le même temps qu'avant, ok ? En gros, vous allez gagner plus d'argent. Quand on parle de gain de productivité, souvent ça se situe un peu là. Et du coup, vous allez en faire quoi ? La valeur, vous la redistribuez ? Ou c'est juste pour faire plus de bénéfices et donc du chiffre pour du chiffre ? Je ne suis pas toujours sûre que les nouvelles générations, elles soient... Il y en a, hein. Je ne suis pas en train de... Il y a des gens, des jeunes qu'on continue à interroger pour lesquels avoir un bon salaire, créer de la valeur en termes de chiffre d'affaires, etc., ça reste un basique, un fondamental. Mais pour autant, il y a aussi toute une frange de la population qui vont venir poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cette valeur et qu'est-ce que vous faites au-delà de faire du chiffre d'affaires. Et je pense que c'est vraiment en repensant ce sens-là, quelle direction je donne, et en travaillant réellement là-dessus, à l'ère de l'intelligence artificielle, quelle direction on donne à nos entreprises. Et pour certaines entreprises, ça va beaucoup bouleverser les choses, qu'on va pouvoir engager, recruter, parce qu'il y a une question d'attractivité, il y a une question de fidélisation. Vous pouvez difficilement aujourd'hui vendre à un collaborateur que vous faites des choses extraordinaires si au bout de 3 mois, il s'aperçoit que vous ne les faites pas du tout ou qu'il y a des vrais trous dans la raquette. Il aura moins cette culture, on s'en est parlé, du CDI et de l'attachement à l'entreprise et il va partir. Hein. Donc d'aller travailler très très sérieusement et profondément sur le sens, les valeurs, la raison d'être, pourquoi on fait ce qu'on fait et dans quel sens, dans quelle direction on va. C'est quoi nos missions ? Je n'ai pas déroulé tout le PowerPoint. Je suis vraiment désolée.
je suis... ce que vous avez pu observer... C'est l'heure du troisième sondage, c'est ça ? Oui, juste, c'est ce que je voudrais rajouter à cet endroit-là, c'est comment les choses, elles sont interdépendantes, en fait. Quand vous allez travailler sur le sens, vous allez générer automatiquement plus d'engagement parce que vous allez travailler sur le sens et ensuite vous allez descendre tout ça au niveau de l'organisation et donc vous allez susciter plus d'engagement, plus de motivation, plus d'énergie et de facto les relations elles vont aussi s'améliorer, peut-être pas d'un coup de baguette magique, peut-être en allant travailler sur mieux se comprendre, mieux travailler ensemble, mieux communiquer, mais quand vous allez travailler sur un des endroits qu'on s'est nommés, sur les relations, sur l'énergie, sur le sens, alors vous allez réinjecter des choses aux autres niveaux. Et ça, le fait que ce soit très interdépendant, ces trois niveaux, ces trois critères, ça c'est juste fondamental. Pensez pas qu'on essaye de charger votre sac à dos là, avec tout plein de choses. Travaillez déjà sur un truc et le reste, vous allez voir, les choses, elles vont bouger. Je crois qu'il y avait une slide d'ailleurs préparée sur ce sujet. Il y avait plein de choses. Troisième sondage donc. Selon vous, du coup, quel mot qualifierait la vision que vous avez du sens pour votre organisation ? De la vision stratégique de l'organisation pour laquelle vous travaillez. Exactement. En gros, vous travaillez pour une organisation. Il y a ou il n'y a pas une vision, il y a ou il n'y a pas un sens qui a été partagé, qui a été exprimé. Ça peut être un sens, ça peut être parfois... il y a beaucoup d'organisations qui, à un moment, ont travaillé sur les valeurs. Donc, vous avez des triptyques de valeurs, souvent. Voilà. Quelle vision vous en avez ? C'est plutôt des termes positifs, j'ai l'impression, qui sortent. Donc j'ai l'impression qu'on a plutôt des bons élèves dans la salle. C'est souvent le problème, c'est que... qui ont des bonnes relations. C'est que les gens, ce sont les gens qui sont déjà convaincus ou qui sont déjà acculturés, qui viennent chercher encore plus d'infos et plus de bonnes pratiques, qui s'intéressent encore plus au sujet. Ensuite, on compte sur vous pour aller contaminer les réseaux autour de vous. Entreprendre, qualité, transmettre. C'est chouette. C'est très positif. Le lien. Aider. Bienveillant. Super. T'as des commentaires ? Aucun commentaire à faire. Aucun commentaire. D'autres... enfin, globalement, voilà, c'était plutôt pour dire que les éléments que vous avez, la perception que vous en avez en tout cas est plutôt très positive. Et très en lien avec ce qu'on est en train de se dire en fait. Exactement. Place à une petite conclusion ? Oui, avec plaisir. Ma proposition, c'est de dire que à l'heure de l'intelligence artificielle et de la multiplication du développement des outils, c'est de dire que les organisations, elles vont avoir besoin donc d'apporter beaucoup d'attention à l'humain. Et cette attention, elles vont devoir l'apporter notamment par l'accompagnement et par les apprentissages. C'est-à-dire que pour qu'une organisation, à mon sens, aujourd'hui et dans le futur, perdure, elle va avoir la nécessité d'apprendre à deux endroits, d'apprendre en externe, de regarder ce qui se passe ailleurs. Typiquement, vraiment d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans les sociétés, ce qui se passe à l'international. On est tous interdépendants. Moi, j'avais l'exemple, il n'y a pas très longtemps, d'amis qui me disaient tu sais, les notaires, on a certains clients notaires qui sont dans des grandes difficultés du fait de moins de promotions et moins de transactions immobilières. Et ma surprise était grande de dire, mais en fait, le phénomène, il était un petit peu prévisible, en fait. Et en fait, on est tous le nez dans le guidon.
Et l'enjeu, ça va être d'apprendre, de continuer à apprendre à l'extérieur, par les formations, par les apprentissages, mais juste aussi par l'observation de ce qui se passe en dehors, dans la société et à l'international, d'aller vraiment, de rester très ouvert et d'aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et ensuite, d'apprendre à l'intérieur, d'apprendre en interne. Les processus d'apprentissage en interne, comment est-ce qu'on apprend de nos réussites et de nos échecs. Comment est-ce qu'on va aller les revisiter pour pouvoir reprendre la main, pour pouvoir s'ajuster, pour pouvoir s'améliorer. Et ça, à l'endroit où ça va aller de plus en plus vite, ça va être une vraie nécessité. On apprend de ce qui se passe à l'extérieur et on apprend de ce qui se passe à l'intérieur, de comment est-ce qu'on fait nous, de ce qui marche chez nous et de comment on réajuste quand ça ne fonctionne pas. Et ce temps-là, parce que pour le coup, dans les organisations, on le voit vraiment. Alors, il y a certainement des exceptions. Et ici, on est dans un écosystème de start-up où peut-être que c'est très à l'œuvre. Ce test and learn, on capitalise sur nos échecs et sur nos difficultés. Dans la plupart des organisations, je peux vous assurer qu'on ne prend pas ce temps-là. Pour ce qu'on s'est dit, c'est que ça va de plus en plus vite et on a de moins en moins de temps. Et là, il y a un vrai enjeu à prendre ce temps. Je vois des organisations où on travaille sur des projets pendant des semaines, des mois, des années. Ça marche. Et en un claquement de doigts, on s'est dit « Ouais, super, ça a marché. Allez hop, on passe à autre chose. » On ne capitalise pas du tout sur ce qui a marché. Et à contrario, il y a des projets qui sont abandonnés. Il y a des projets qui ne marchent pas. Et tout de suite, on passe à autre chose. Et on ne capitalise pas du tout sur pourquoi cet échec et ce qu'on aurait pu faire différemment pour pouvoir réussir ou comment est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour avoir un autre résultat. Et tous ces projets abandonnés, d'ailleurs, si dans vos organisations il y en a, sachez que c'est important de les fermer en fait, d'aller regarder. Il y a beaucoup de gens qui, on a entamé plein de projets. Oh tiens, on n'en entend plus parler de ce truc-là. Oh ben on l'a abandonné. C'est des pertes d'énergie considérables. Donc, quand vous laissez tomber des projets, quelles qu'en soient les raisons, c'est important d'aller expliquer aux gens, d'aller donner le sens de pourquoi est-ce qu'on a arrêté, comment est-ce qu'on a arrêté, et qu'est-ce qui a plus de sens et qu'on va poursuivre, et pourquoi est-ce qu'on a arrêté ça. Voilà, donc je pense qu'une des clés, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, c'est d'apprendre. Je pense que le temps qu'on prend aujourd'hui, qui était un peu mon propos de départ, qui est de dire prenons le temps de réfléchir, prenons le temps d'en discuter et d'échanger avec les acteurs de l'entreprise sur où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on y va. Voilà, de reprendre la main sur notre temps et sur toutes les qualités de réflexion que nous avons en tant qu'humains. Voilà, à l'heure où ça pourrait être très tentant de confier tout ça à des outils. Peut-être c'était un peu de parti pris de ma part, mais peut-être tu peux contrebalancer ça et c'est OK, Olivier. Non, mais c'est aussi, ces conférences sont aussi là pour ça. C'est pour que des experts puissent donner leur avis, un avis tranché. Donc voilà, probablement que ça vous fera réagir. En guise de conclusion conclusive, juste il y avait un élément qui moi me semblait intéressant et je crois que ça n'y est plus. Et ben c'est pas très grave. Sera, non ? Ah oui, non. Et ben alors c'est pas très grave. Mais c'était pour reprendre resynthétiser du coup ce que tu avais pu exposer. Globalement, c'est vraiment, mais tu l'as exprimé tout à l'heure, repartir du sens pour redonner de l'énergie et accroître les relations dans l'entreprise. Voilà, c'était vraiment un petit peu le message que tu voulais diffuser et voilà, pour resynthétiser et rephraser ce que tu as pu dire avant. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. On va passer à la partie questions-réponses dans quelques instants. Je voulais juste remercier également l'EPF qui nous a permis d'utiliser la plateforme ce soir pour que vous puissiez collaborer et participer. Donc voilà, je les en remercie. On passe aux questions-réponses ? Avec plaisir. S'il y en a. Ouais. J'ai été dirigeant pendant 30 ans et maintenant j'accompagne des entreprises dans les démarches de RSE. Et donc, est-ce que vous pourriez résumer,
préciser en quoi l'IA change par rapport aux méthodes, les méthodes que vous avez décrites. Moi, j'ai managé des équipes avant l'IA. Je vois pas forcément, voilà, j'ai pas forcément ressenti à travers votre propos en quoi l'IA a introduit quelque chose de différent par rapport à avant. La principale chose que ça va introduire, c'est que ça va aller de plus en plus vite. Et que ce qu'on remarque déjà, c'est que la vitesse compris les transformations, les processus et le temps au travail est déjà cause de souffrance au travail, de pression et de perte de sens. Donc comment est-ce que ça va encore accélérer ça? Et ça va aussi accélérer la perte de sens du fait qu'il va y avoir un gap potentiel important entre les missions qui sont les miennes aujourd'hui et la manière dont je dois les exécuter et les missions qui seront les miennes demain. Typiquement, le fait que aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui me permettent, lors d'une réunion ou d'un rendez-vous de client, de faire le compte-rendu automatiquement, etc. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne fais plus. Donc, comment est-ce qu'on repense aussi les modes de fonctionnement? Parce que du coup, qu'est-ce que je fais à la place? Et dans quelle mesure il y a tout un tas de tâches qui n'ont pas ou peu de valeur ajoutée. Et c'est OK qu'elles soient supprimées, mais comment est-ce qu'on redonne à cet endroit-là plus de sens? Ça répond un peu à votre question. Merci d'avoir fait préciser le propos. Et c'est effectivement, vous avez raison. En quoi l'IA en fait est un changement plus important que d'autres transformations digitales qu'on a pu connaître par le passé. En préparation, je te l'évoquais, mon premier job que j'ai eu, c'était au sein d'une direction financière, au sein duquel le service comptable avait digitalisé son process. Les comptables devaient saisir les factures qui arrivaient tous les matins. Et puis ça leur permettait de savoir un petit peu qui étaient les fournisseurs, d'aller voir à droite à gauche les personnes, pourquoi les factures arrivaient, est-ce qu'il y avait un bon à payer. Et puis du jour au lendemain, on leur a dit t'inquiète pas, maintenant on les reçoit par mail, et puis il y a un robot qui va lire la facture et qui va tout saisir à ta place, et toi tu auras juste à appuyer sur un bouton à la fin pour valider. Et évidemment, le sens du travail a totalement changé pour ces comptables-là. Et donc, juste pour donner une perspective un peu dans le temps, comment on a réussi à réinventer ce métier de comptable aujourd'hui, eh ben, c'est devenu un petit peu les adjoints des contrôleurs de gestion. Ils vont un peu plus loin dans le travail, il y a plus de valeur ajoutée au final, mais de la même façon, aujourd'hui probablement, tu me diras si je dis des bêtises, mais probablement que l'intelligence artificielle va impacter beaucoup plus de métiers que juste la partie des comptables. Et que ce sera à chacun de nous aussi de redonner d'autres missions aux salariés. Donc c'est peut-être d'autres missions et puis aussi un peu de sens, quoi. C'est-à-dire que moi je pense que l'enjeu c'est de garder la maîtrise de notre temps et puis de continuer à faire marcher ce qu'on a entre nos deux oreilles. Ça me semble juste fondamental en fait. Parce que quand aujourd'hui l'intelligence artificielle, elle est capable de, en quelques minutes, vous pondre la préparation de votre rendez-vous commercial ou je crois qu'ils font ça maintenant très bien, hein, toutes les annonces en termes d'agences immobilières, là, quand vous voulez vendre votre maison, etc., les annonces, elles peuvent être pondues. Alors ouais, on peut me dire que c'est un gain de temps, hein, mais est-ce que je me sens, moi, du coup, plus intelligent ou à avoir fait un peu fonctionner ma matière grise? Je ne suis pas complètement convaincue. Donc je pense que j'ai juste besoin, je ne dis pas que du coup je suis perdue, bien au contraire, mais j'ai juste besoin qu'on me dise, ok, du coup, à quel endroit du job tu vas continuer à faire fonctionner ta matière grise. Pas juste parce que mon sentiment c'est que c'est super de faire marcher sa matière grise, c'est juste que après dans les métiers qui sont les miens, je pense que qu'il y ait du sens, que ce que je fais au quotidien m'apporte un peu de satisfaction et un peu de satisfaction intellectuelle en termes d'estime de soi et de confiance, c'est pas négligeable. Je suis pas convaincue que moins on en fait, moins on en a à faire, moins on réfléchit et mieux on se porte. Clairement pas. Le second parti pris de la soirée. Complet. Et celui-là, je l'assume à 200%. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Plein de choses, en fait. C'est le problème. J'ai beaucoup
beaucoup de choses. Un désaccord sur le fait qu'on gagne du temps, mais on parlera peut-être tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'en fait, il y a un gain de temps. Il n'y a jamais de gain de temps. Parce qu'en réalité, toutes les technologies, je vais parler en dinosaure, quand vous faisiez une offre, par exemple, à une époque où vous dactylographiez cette offre, on avait une notion du temps où l'offre elle devait partir dans la semaine, voire même dans les 10 jours. C'était le temps consacré pour l'offre. Donc la relativité, le copain Einstein il n'est pas loin à côté de moi, la relativité était basée sur cette semaine-là. Quand on est passé à l'envoi quasi dématérialisé par mail, on dit voilà l'offre maintenant on passe 2 jours, la relativité à l'offre elle était de 2 jours. Quand on est passé après sur des portails qui accélèrent la construction d'offres, qui prémâchent, on est passé par exemple à une demi-journée. Mais à chaque fois, la vision au temps, ce n'est pas de dire, là où je passais une semaine, maintenant je passe une journée, donc j'ai gagné 4 jours, et qu'est-ce que je fais de ces 4 jours? Là, effectivement, il y a un gain de temps. En réalité, non. On est passé à une journée, et on enchaîne les tâches plus rapidement. Ce qui veut dire qu'on est venu dans des technologies d'hypervitesse, où la relation avec le temps s'accélère, et vous l'avez dit plusieurs fois. Donc en fait, c'est quoi? C'est le sablier, il s'ouvre plus, encore un peu plus, toujours plus. En fait, on apprend à compresser l'incompressible. Jusqu'à un moment donné, la technologie vous apporte une notion de ce qui était incompressible devient compressible. Donc on passe de la tâche 1 à la tâche 2, à la tâche 3, on accélère. Donc il n'y a jamais de gain de temps. Jamais. Einstein sera d'accord avec moi. Mais moi je suis d'accord, hein. C'est juste la promesse de l'intelligence artificielle. Qui était le propos et que je ne décris pas, hein. Mais voilà, c'est un peu la promesse. Mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous et d'ailleurs mon propos il est autour de le temps de la technologie n'est pas le temps de l'humain. Et on nous raconte cette histoire-là depuis maintenant de nombreuses années. C'est-à-dire qu'on devrait avoir ce temps de réflexion, de réactivité, de décision qui serait celui de la technologie. Non. Le temps de l'humain, ce n'est pas celui de la technologie, je suis désolée. Et notamment sur des processus qui sont des processus d'appropriation, d'incorporation du changement, voire de traverser d'épreuves, de deuil, etc. C'est de changements majeurs. L'humain, il a besoin de beaucoup plus de temps que la technologie. Donc je vous rejoins tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. Et la vraie question, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure sur, en fait, donner du sens. Donc en fait, moi je traduis donner du sens, il y a 2 façons d'aborder l'IA. Je forme les gens, vous avez un bel outil, vous faites joujou, essayez de deviner ce que vous pouvez en faire. Et là, il n'y a pas de sens, parce que c'est la panique à bord, c'est qu'est-ce que j'en fais. Et il y a la vision d'un modèle inclusif, et personne ne parle de modèle inclusif de l'IA. Modèle inclusif de l'IA dans l'entreprise, de dire les technologies sont là, il y a une organisation qui se met en place, vous avez un référent IA qui va travailler avec un DPO, je suis concerné, moi je suis DPO, donc forcément je tire la couverture à moi, qui va être en relation avec la direction, va aller au contact des services pour avoir justement cette vision d'appétence et de besoin. On va être sur une notion de maturité besoin, il est mature le besoin ou pas, donc la création de sens. Et après, il y a des aspects qu'on n'évoque pas, c'est aussi le côté, même si c'est négatif, le côté sécurité, le côté de fuite de patrimoine, le côté de savoir vraiment s'en servir et d'avoir aussi tous les acteurs qui puissent dire attendez, pas cet outil-là, pas cette façon, pas avec tel paramétrage, etc. Donc on va rentrer dans l'angle technique et politique. Mais on a ce triptyque en fait qu'on va retrouver entre le RH, le DSI et RSSI, hein, le couple, la direction et puis un référent IA. Il faut un référent IA. En collectivité, on parlerait d'un déontologue IA. Mais cette organisation, elle est nécessaire pour justement avoir des besoins et donner du sens. Et pourquoi on ne parle jamais de ce modèle inclusif? J'ai l'impression qu'il faut d'abord former les gens pour qu'ils sachent s'en servir, qu'ils sachent que ça existe. Et pour moi, on entre par la mauvaise porte. Quel est le besoin déjà? Non? Là, après, c'est plus sur la mise en place de l'intelligence, des modes d'outils. Et je pense que les personnes qui auraient été plus à même de vous répondre, c'était BeCloud. Voilà, puisque là c'était vraiment sur la mise en place, mais moi je suis d'accord, c'était de manière beaucoup moins approfondie que ce que vous faites. Je disais s'entendre sur quel usage on en fait, qu'est-ce qui est important pour nous, de quoi on a besoin, c'est quoi les règles de fonctionnement, les règles de processus et les règles ensuite de vivre ensemble autour de ces outils-là. Mais peut-être je suis allée trop vite. Ok. Et juste pour les non-initiés, DPO, c'est Data Protection Officer.
Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment intéressant. Vous disiez tout à l'heure, et moi c'est vraiment une crainte, c'est qu'on a tellement pris de temps à apprendre, à faire, à apprendre à penser, à construire, qu'on va avoir un outil qui va construire pour nous. Donc finalement, on va faire une forme de transfert d'apprendre à créer, et plutôt à apprendre à soumettre. Et vous aviez dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'est pas d'accord sur le fait de gagner du temps, mais on va plutôt se concentrer sur le lien. Et ça, c'est super, en entreprise, de pouvoir avoir plutôt une vision d'un outil qui nous fait toutes les tâches rébarbatives et qui nous construit, et on soit concentré sur le lien. Mais vous l'avez évoqué, le danger, à un moment donné, c'est que nos cerveaux vont se déconstruire. On va avoir une vision plutôt sociale, super, très bien, on va réapprendre à se parler, mais on va désapprendre à penser, à construire, à avoir un esprit critique. Parce que l'IA, ce qu'il va nous proposer, très rapidement, on ne va plus la remettre en cause. On va dire c'est tellement formidable qu'elle doit avoir raison. On va la prendre en argent comptant. Comment vous pensez, et ce n'est pas une question de moi, c'est une question dans les années qui viennent, la déconstruction des cerveaux, comment vous pensez arriver à la maîtriser? Là, je pense que ça dépasse un peu ma compétence, en toute humilité. Mais je pense que déjà, en se posant les questions et en discutant ensemble, et donc en étant dans l'anticipation et la préparation, je pense qu'on fait déjà un premier pas. Après, on va devoir vivre avec. Moi, personnellement, je trouve que, par exemple, tout ce qui est autour des réseaux sociaux, pour moi, c'est un leurre. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'apprendre des choses, d'être en relation avec les gens, etc. Je pense que d'un point de vue humain, d'un point de vue affect, c'est hyper difficile. On voit les jeunes les plus jeunes d'entre nous qui vivent avec ce téléphone greffé, qui passent des heures, etc., pour lesquels les réseaux sociaux, c'est une sorte de déversoir émotionnel. Hein. J'ai une frustration, j'ai une difficulté, je vais sur les réseaux, mais quand j'en sors un quart d'heure après, je vais encore un peu moins bien. Donc, ma conviction à moi, et nouveau parti pris, c'est que c'est vraiment quel usage, là où ça nous fait gagner du temps ou de l'énergie, ou sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, et comment est-ce qu'on circonscrit les choses. Mais je suis certainement peut-être trop protectrice de tout ça, parce que ma conviction, c'est que les gens qui vont conserver un peu de pouvoir avec un tout petit p et beaucoup de guillemets sont les gens qui vont être derrière ça, en fait, qui organisent ça. Et il n'y a pas de complotisme derrière ça. Hein. C'est que quand vous voyez que les gens qui ont créé les Facebook et autres, leurs enfants n'ont pas de téléphone portable, n'ont pas d'accès aux réseaux sociaux, à un moment, c'est comment est-ce que... à mon sens, on reste connecté avec des choses qui sont fondamentales, de l'ordre de l'humain, de la réflexion, de comment est-ce qu'on est les uns avec les autres. Moi, il y a des choses que je trouve effrayantes. Comment les gens déjeunent en face l'un de l'autre. Des choses que je ne vous apprends pas. Hein. À chacun sur leur téléphone. Voilà, donc je crois que l'enjeu, il est autour du lien et de conserver la maîtrise de ce qu'on veut faire de sa vie. Est-ce que tu voudrais faire de son entreprise? Est-ce que tu voudrais nous proposer un défi, un challenge pour la partie networking qui nous attend? Là, je le dis, c'est ma proposition. Je ne suis pas sûre qu'Olivier était complètement... ma proposition, ce serait ça. Ce serait qu'en fait, il y a beaucoup... vous faites certainement comme moi certain nombre d'événements comme ça, de networking. Et ma proposition, ce serait de dire que pendant cet événement-là, c'est-à-dire autour de ce buffet qui nous est offert, chacun puisse garder son téléphone dans sa poche, dans son sac, peut-être en mode off, et aille à la rencontre au moins d'une personne que je ne connaissais pas avant d'arriver ce soir. Parce que je pense que l'enjeu, il est autour de plus je suis en connexion avec ces outils et plus j'ai de difficultés, d'appréhension à entrer en relation avec l'autre. Et pour moi, c'est
Le défi est lancé. Et il est lancé. Si vous ne le prenez pas, je n'y verrai aucun En inconvénient. tout cas, ce sera l'occasion de venir te poser plus de questions ou de venir échanger avec plaisir. avec toi. Oui, parce que je ne prendrai pas mon téléphone. Merci à tous. Merci beaucoup.